Oui, bonjour. Laurent Thury de la Maison de Santé Léonard de Vinci, à gauche à Verloin, Cercle Polaire, près d'Arras. Je voudrais énoncer deux, trois petites choses sur la première intervention. Excusez-moi, monsieur Boussageon. Vous avez parlé de la médicalisation, du fait de l'appréciation du risque de plus en plus en amont. Est-ce qu'on pourrait plutôt parler de santé plutôt que de médecine ? Est-ce que ce n'est pas la place notamment des maisons de santé, des CPTS et des DAC qui vont en amont de la maladie pour aller vers la santé? Et peut-être que le terme de santé a un vocable qui fait un peu moins peur que la médecine pour la population. Merci pour cette question qui appelle des précisions. Ce que je voulais souligner, c'était qu'on est pris entre un principe de prévention qui est sans fin, puisque vivre, naître, c'est mourir un jour. Le risque de mortalité totale, vie entière, il est de 100%. Donc, raisonner comme ça, tout peut être sujet à action. Et on voit bien que les dérives potentielles de cette approche qui serait de promouvoir la santé, une illusion, une utopie, la santé parfaite, la définition de l'OMS, qui est d'ailleurs très critiquée partout, parce qu'elle est inatteignable, elle n'est pas réaliste, et surtout elle entraîne des conséquences de surdiagnostic, de surtraitement, d'angoisse, de médicalisation, dont on connaît aujourd'hui la iatrogénie, et c'est très, très étudié. Donc en fait, à la fois il y a ce problème-là, à la fois il faut revenir à la définition peut-être de qu'est-ce qu'être malade, de se rappeler qu'en fait on a d'abord des patients qui viennent vers nous parce qu'ils souffrent, ils ont un problème de santé, effectivement, et que déjà si on prend du temps, enfin vous imaginez que si on prend du temps pour des tas de risques, on n'aura plus de temps de soigner et d'écouter les patients qui souffrent vraiment. Donc en fait il y a vraiment une attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de prévention et qu'il faut parler de santé évidemment, mais le but, c'était d'illustrer les dangers de ne pas voir l'absence de limite à ce concept de santé. Après, il faut naviguer toujours entre deux écueils, c'est toujours notre travail. Est-ce que l'information aux patients sur la gestion des risques ne serait pas plus pertinente ou plus efficiente, notamment dans le cas du Covid, si elle est coordonnée par une équipe professionnelle ? Est-ce que la toute-puissance médicale, finalement, n'a pas été remise en cause depuis 18 mois, où l'exercice solitaire, soit de volontaire, soit de fait, a été un obstacle ou une peur qui a été véhiculée, qui était réciproque? Est-ce que là, il n'y a pas des études à faire sur la pertinence de la gestion du risque par l'intervention du pharmacien, du médecin, l'infirmière pratique avancée, de l'assistant médical, du médecin? Voilà, c'était ma deuxième question. Oui, c'est une bonne idée. On sait que la médecine, en général, n'influence pas beaucoup les risques. À part, hier, on avait une plénière intéressante sur l'hésitation vaccinale. On soulignait le rôle du médecin généraliste pour les patients indécis. Donc, effectivement, peut-être qu'on a l'impression que c'est plutôt les messages d'information de santé publique, un collectif. Et pourquoi pas, effectivement, travailler tous ensemble. C'est une bonne idée, mais l'impact ne me paraît pas forcément... fort, mais bon, c'est mon intuition. Alexandre ? Oui, merci pour le commentaire. J'ajouterais que oui, on peut s'appuyer sur les comités pluriprofessionnels de santé parce qu'effectivement, on manque quand même de temps en consultation pour expliquer vraiment longtemps tout ce qui est risque, tout ce qui est répondre au débat et à l'actualité des médias, ce qui est véhiculé, qui nuit, qui est une information partielle. Je pense que c'est une idée. Pas de... Et même, il y a des études sympas qui ont été publiées dans le New England sur le fait de réduire la mortalité des patients hypertendus en faisant passer des messages chez le coiffeur, chez le barbier, pour les sujets noirs, qui marchent très bien avec des résultats qui ont été beaucoup plus impressionnants qu'attendus. Donc probablement que l'information adaptée, elle passe pas forcément par le médecin généraliste, qui a d'autres soutiens qu'on peut avoir, y compris des non-professionnels de santé, mais avec des personnes qui ont été formées avant pour justement pouvoir répondre aux questions et aux interrogations des patients par rapport à ce qu'ils vivent et ce qu'on leur dit et ce qu'ils entendent tout autour. Bonjour, Thierry Valette, département de médecine générale de Poitiers. 2 remarques, 2 questions. On est toujours tiraillé entre la prise en compte du risque individuel et du risque collectif.
en tant que médecin traitant. Et finalement, lequel de ces deux risques est le plus acceptable vis-à-vis de nos patients? La réponse, je trouve, n'est pas simple. Je vais vous poser les deux questions en même temps. Aussi difficile de choisir entre le risque d'une maladie, quand on fait un acte, quand on a une maladie qui a un risque, est-ce qu'on peut le comparer au risque d'une thérapeutique préventive, notamment chez un patient sain? Je pense notamment à cette épidémie. Il y a le risque de la maladie. Il y a éventuellement des risques des vaccins qui semblent faibles, mais est-ce que c'est comparable, puisqu'on va provoquer un risque à un patient qui va bien, comparé au risque par rapport à une maladie? Pour la première question, vous avez répondu, c'est extrêmement difficile de distinguer et de décider est-ce que le risque individuel est le risque collectif. Et je pense que ça dépend de la situation. Et que pour la deuxième situation, évidemment, prend un risque chez un individu qui n'est pas malade, qui peut être même pas à risque de développer, de rattraper. C'est pas du tout pareil qu'une fois on a eu la maladie. C'est-à-dire qu'une fois on a eu le Covid, ça veut dire conditionnellement au fait qu'on a eu le Covid, évidemment, le bénéfice pour la personne, pour la vaccination, dépasse largement Par contre, si on reste enfermé, etc., ça se discute. Et c'est ce qu'on voit bien avec... donc, il ne faut pas comparer... ce que je n'ai pas réussi à développer parce que il me fait 20 minutes. Il ne faut pas comparer aux autres risques. Le meilleur comparaison de risque, c'est avec les alternatives. Le risque d'AstraZeneca avec le risque d'autres vaccins, de ARN, etc. Est-ce que c'est le même, etc. Et ça, c'est le plus pertinent par rapport à le fait de développer la maladie, par rapport de mourir par je ne sais pas quoi, etc., par avion, etc. Voilà. Donc je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Merci. Je voudrais dire 3 mots par rapport à la première question. Moi, je pense qu'il y a une telle focalisation, d'une manière générale, au niveau individuel, que c'est nécessaire d'avoir une insistance sur la dimension plus collective. Je pense à l'exemple des vaccins contre la grippe. Donc les vaccins contre la grippe, bon, on sait que ça a une efficacité moyenne pour les personnes vaccinées, une efficacité qui diminue avec l'âge. Donc, quelle est la bonne stratégie pour protéger les personnes âgées? En fait, c'est que leur entourage se vaccine. Mais ça, c'est quelque chose que les gens ont un mal de chien à comprendre, à entendre, et en fait, qu'ils entendent très peu. Donc, je pense qu'il y a quand même la nécessité d'une insistance sur cet aspect collectif, parce que c'est ce qui vient le moins spontanément à l'esprit. Moi, je rajouterais deux remarques. Je pense qu'il faut quand même toujours garder cette distinction prévention, malade asymptomatique, malade symptomatique. Je crois que c'est très structurant pour notre exercice que de confondre les personnes qui ne se plaignent de rien, qui n'ont rien, et ceux qui souffrent et qui ont des problèmes. Alors c'est une dichotomie artificielle, elle peut se discuter, mais elle est très pragmatique, elle permet vraiment de prendre en charge nos patients, garder un aspect médecine de soins, et en fait, vous verrez à la plénière du risque cardiovasculaire tout à l'heure, on va réaborder ces questions-là et de bien distinguer les patients asymptomatiques. Alors, ensuite, les vaccins, oui, c'est un exemple parce qu'il y a un impact collectif. Alors, on peut toujours dire qu'il y a un impact collectif à vivre ensemble, mais il ne faut pas non plus... il faut garder aussi, il y a des décisions qui sont purement individuelles, et qui n'impactent pas forcément les autres. La vaccination, c'est pas forcément l'exemple, c'est peut-être l'exception. Je ne sais pas si il faut raisonner tout le temps en termes collectifs non plus. À mon avis, c'est excessif dans beaucoup d'autres situations. Après, si on fait référence, moi j'ai le père d'un ami qui est décédé à 61 ans suite à l'injection, très clairement.
Et donc là, c'est du 100% pour la personne qui décède, évidemment. Donc c'est toujours le problème. Voilà, toujours cette balance bénéfice collectif, bénéfice ou risque individuel. Et c'est pour ça qu'il faut informer au mieux. Parce qu'en fait, on a dit tous qu'on a les limites de cette approche, mais on n'a pas mieux à proposer. Parce que si on veut rendre les personnes sujets, des vraies personnes de leurs soins, leurs décisions, elle doit être prise de la meilleure façon, et même si ça ne résout pas tous les problèmes, il n'y a que cette façon de revenir à l'éthique de l'information, voilà. Même si c'est imparfait, on est bien d'accord, mais qu'est-ce qu'on a de mieux à proposer sinon, on est un système de robots, et chacun... voilà, dans un système dictatorial, éventuellement, on se soigne, on ne discute pas. Mais ce n'est pas le choix que l'on fait dans nos sociétés. Merci. Juste aussi par rapport à ce que vous dites, par exemple, il y a l'approche de santé publique et l'approche individuelle, et qu'on voit bien, même pour la vaccination en Grande-Bretagne, où il y a des millions et des millions dans les premiers mois de vaccination, la Grande-Bretagne a dit que circuler, il n'y a rien à voir pour tous les vaccins, toutes classes d'âge, etc. Probablement parce qu'ils étaient, entre guillemets, en guerre, ils ne voulaient pas voir. Ils ont considéré que les effets indésirables sont des dommages collatéraux, voilà, et que le bénéfice collectif dépasse largement, malheureusement, les dégâts individuels et les conséquences individuelles. D'où l'intérêt du consentement éclairé, c'est-à-dire effectivement de bien expliquer les choses et que ce soit la personne qui décide. Sébastien Davidovitch de Sucy-en-Brie, rattaché à Créteil. C'était pour rebondir sur la communication, sur le risque collectif, sur la responsabilité collective lorsque, dans la vaccination pour le Covid. Hier, il y avait la présentation notamment de Ludovic Casanova sur les habiletés communicationnelles. Il avait commencé une des diapos en disant désolé pour les humanistes, et en montrant qu'en fait la communication sur le risque collectif marchait très mal, et qu'en fait si on voulait faire bouger et travailler et améliorer la vaccination, il était probablement plus pertinent de travailler finalement le risque individuel, ce qui est très très difficile. Et merci beaucoup pour cette idée de la responsabilité des adolescents pour couvrir les 20% qui ne veulent pas se vacciner. Ça éclaire beaucoup. Et je trouve que c'est très difficile d'inciter les adolescents à se vacciner justement là-dessus. Pas de commentaires, tout est dit. Donc la dernière question. Laurent Moiseau, médecin généraliste à Celles-sur-Belle, dans les Deux-Sèvres. Mon interrogation sur la question entre risque individuel et risque collectif me ramène à ma pratique, qui me dit que moi je fais du soin. Ma pratique est axée sur la maladie, la souffrance et la mort. Est-ce que, en tant que médecin généraliste, centré sur la personne et l'individu, je suis le meilleur placé pour parler de santé collective? Et est-ce que, pour parler de santé collective, les mieux placés ne seront pas la collectivité, les citoyens? Et est-ce que, justement, l'échec de nos campagnes de promotion de la santé ne vient pas du fait qu'on les laisse trop dans les mains des professionnels de la maladie, parce que nous ne sommes pas des professionnels de santé, les médecins, ce sont des professionnels de la maladie, plutôt que dans les mains de la collectivité qui va pouvoir régler tous ces problèmes qu'on se pose. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte de tuer des gens en faisant de l'AstraZeneca au profit de gagner, de réduire la réduction du virus, ou est-ce qu'il y a d'autres décisions? Est-ce que c'est pas là où Emmanuel Macron est visionnaire avec ses comités consultatifs citoyens? Voilà, merci. Ouais, très bonne remarque. Vous posez la question de la définition de notre métier. Alors, de la compétence de santé publique, elle fait partie de notre travail, notre compétence. C'est une des compétences de notre métier, donc on ne peut pas faire l'impasse de la prévention. Mais vous posez bien la question, est-ce que tout ce temps, est-ce qu'il ne faudrait pas inventer peut-être d'autres métiers d'acteurs de santé publique qui ont une casquette collectiviste et qui se chargent de ces questions éventuellement, mais ça se discute.
je pense qu'il ne peut pas y avoir une politique de santé publique sans les médecins généralistes quand même, parce que quand même si vous êtes devant un individu et que vous avez à prendre une décision individuelle, et que si ce n'est pas dans une approche globale de problématiques, vous aurez d'autres malades qui vont arriver parce que la décision était basée uniquement sur l'approche individuelle. Donc je reprends aussi ce qui se passe en Grande-Bretagne, ce qui manque en France par exemple pour la vaccination pour la grippe. En France, on vaccine finalement à visée individuelle des personnes âgées ou de personnes avec des facteurs de risque. En Grande-Bretagne, c'est le cas, mais aussi on vaccine les enfants, parce que c'est là où ça circule le virus de grippe. Donc, et ça, c'est par les médecins généralistes. Donc les médecins généralistes jouent un rôle, et doivent jouer un rôle très important dans la politique de santé publique. Oui, trois mots pour insister. Parce que ce que vous décrivez, c'est quelque chose de parfaitement normal, qu'on relève assez systématiquement. Le praticien, le clinicien, il est dans la relation avec le patient. C'est parfaitement naturel. Et ça l'amène à avoir du mal aussi à se dégager en fait, de la singularité de cette relation. Mais en même temps, c'est un peu incontournable d'intégrer une dimension plus collective au sein de cette relation-là. Et bon, c'est vrai que les gens sont plus sensibles par rapport à l'intervention de monsieur, les gens sont plus sensibles aux risques qu'ils encourent eux-mêmes que ceux qui font encourir à autrui, malheureusement peut-être, mais ils ne sont pas non plus complètement insensibles à l'humanité. Donc il y a un équilibre qu'on peut trouver, je pense. Oui, j'ajouterais, si on compare avec les autres vaccins, où le bénéfice individuel est quand même assez faible, où on cherche à avoir un effet collectif, que ce soit éventuellement sur la grippe ou la transmission des vaccins méningos, etc. Pour la Covid, c'est un des rares vaccins avec une efficacité individuelle qui est aussi importante. Donc si comme vous disiez, il faut jouer sur le côté individuel, pour le coup, pour cette vaccination-là, on a beaucoup plus de leviers que pour les vaccins qui sont maintenant obligatoires ou pour les vaccins pour la grippe. Mais le bénéfice collectif, par exemple, de vaccins de Covid va impacter le bénéfice individuel aussi. Parce qu'il y aura moins de circulation virale, il y aura moins des cas graves, etc. Donc c'est une politique gagnante, que ce soit approche individuelle et collective. Bon, cette plénière voulait sortir du Covid, mais hélas, l'actualité nous ramène toujours. Parce que voilà, encore une fois, je voudrais souligner que les vaccinations, c'est un exemple particulier. Et je ne pense pas qu'on peut généraliser l'ensemble de notre activité soignante à partir de la vaccination.